Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Mathéo. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Cette saison, dans Tuba, on parle de fail d'entrepreneurs, de boulettes, de « oups, on n'aurait pas exactement dû faire ça comme ça » ou « ça aurait pas dû se passer comme ça ». Parce que, à force d'échanger avec pas mal d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que, voilà, on voyait beaucoup de choses très brillantes et hyper bien sur les réseaux sociaux, mais que quand on gratte un tout petit peu, et ben en fait, on en a plein des fails. Il y a plein de choses qu'on fait et qui se passent pas comme on avait prévu. Et donc cette saison, j'ai décidé de creuser cette thématique-là. On commence à avoir quelques épisodes sur le sujet et je pense que ça peut durer encore un moment parce que, bah ouais, il y en a des fails en fait chez les entrepreneurs. Et non seulement c'est pas grave, mais en plus il y en a qui sont cool aussi à raconter et à entendre parce qu'on se rend compte que, bah, on est peut-être aussi passé par là ou on allait y passer et c'est intéressant aussi de savoir comment les autres font. Donc c'est exactement le but de cette saison parce que je pense qu'il y a une vraie importance en fait à parler de ce sujet-là. Donc merci d'être ici Mathéo aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de graphiste spécialisé bière. On va rentrer un peu plus dans le détail. Pour le coup, c'est ultra niché. Ouais. Donc, je garde ma question, mais pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors, déjà merci à toi pour l'invitation sur ton podcast, Géraldine. Je suis Mathéo, donc j'ai 36 ans, je suis originaire d'Italie, mais ma maman est française, donc il y aura pas ce bel accent italien Ah, qui pourrait voilà, être attendu de mon prénom ou de mes origines, malheureusement. Donc je suis graphiste depuis 2011 et depuis quelques années, je vais décider de me spécialiser dans la boisson, donc c'est quelque chose d'encore assez récent. J'ai appris entre-temps que mon arrière-grand-père avait une brasserie dans le nord de la France et que moi, aujourd'hui, je suis dans le nord de la France alors que je viens de toute autre part dans le monde. Donc, c'est assez rigolo de voir comment il y a des coïncidences comme ça qui se créent, et des mmh. messages qu'on découvre un peu par hasard. Et voilà, donc j'accompagne les brasseries artisanales à être fiers de ce qu'ils font à l'extérieur autant qu'ils sont fiers de ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Trop bien. J'adore ce claim et cette idée aussi, enfin, je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés dans un endroit où il y avait plein de bières les unes à côté des autres et oui, l'extérieur compte aussi parfois dans Eh le oui, choix. eh oui, tout à fait. Carrément. Je le disais un peu tout à l'heure, question qui me brûle les lèvres là tout de suite. On parle souvent en entrepreneuriat de est-ce qu'il faut se nicher, pas se nicher, et cetera. Tu l'as un tout petit peu dit, par rapport à ton parcours, à où tu es aujourd'hui et potentiellement un parcours, ou une filiation, d'un point de Ouais, vue familial. Comment tu en es arrivé à te spécialiser en fait, sur cette thématique-là? ouais. Alors moi, c'était vraiment un peu long dans le sens où j'étais en 2022 à un moment de ma carrière où ça faisait 4 ans déjà que j'étais en freelance Mmh. et j'en avais clairement marre de à la fois le statut, donc le CA en dents de scie, les difficultés à aller chercher les clients, des clients qui payent pas, des clients qui disparaissent, donc tout le côté un peu galère, quoi. Ouais. Je fais une très mauvaise année en 2022, je termine sur un CA ridicule et je me dis: «Bon Mathéo, là, c'est vraiment le moment Faut de prendre changer. les choses en main». Ouais. Donc soit tu te remets en salariat et ça va, c'est pas grave, tu sais ce que tu perds, mais tu sais aussi ce que tu gagnes. Mmh. Soit, tu te poses quelques questions et tu commences à avoir un plan un peu plus affiné en manière, à te dire: «Bon, bah, voilà, commence un petit peu à professionnaliser ce statut de freelance qui jusqu'à présent était vraiment en roue libre, si je peux dire». Et donc je fais un bilan de compétences. OK. Finalement, je me rends compte que le graphisme, ça me plaît toujours autant, mais j'ai plus trop la capacité de continuer à faire ce que je fais dans la manière dont je le fais. Et donc je me dis: «Bah, il faut que je retrouve du sens dans ce Mmh. que je fais». Je veux me rapprocher des gens qui me plaisent, à la fois humainement et professionnellement. Et petit à petit, donc grâce aussi évidemment à la personne qui m'a accompagné dans ce bilan de compétences, je me rends compte qu'il y a, des milieux qui me passionnent. Pour moi, c'était, entre autres, le jeu de société, le jeu vidéo, mais que là, pour le coup, c'était assez bouché d'y accéder Ouais. et la partie alimentaire au sens large.
je suis italien, donc j'adore la bonne nourriture, j'adore manger, je cuisine beaucoup, j'aime les bonnes tables et tout. Mmh. Et j'aime bien boire aussi. Et un peu par hasard, au supermarché, je tombe devant, justement, tu le disais juste avant, une pléthore d'étiquettes. Et je commence à regarder, je me dis, mais putain, mais il y en a, elles sont vraiment chouettes. Et je me dis, mais derrière, en fait, il y a quelqu'un qui fait ça, et c'est Ouais, son métier. Et je suis pas illustrateur, mais je suis graphiste. Je me dis, finalement, la passerelle pour rentrer là-dedans, elle doit pas être si longue que ça. J'ai pas besoin de me former, j'ai pas ouais. besoin de rattraper parce que tu vois, quand tu es en bilan de compétences, tu peux te dire bon bah allez, je me lance sur une nouvelle formation, un autre truc. Là, Mmh. le pas était assez simple à franchir. Et donc petit à petit, voilà, je contacte quelqu'un sur LinkedIn que j'avais croisé il y a des années auparavant pour me faire accompagner dans ce nouveau positionnement stratégique. Mmh. Donc finalement, ça a été aussi là un facteur important, c'était les gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure. Ouais. Ma compagne m'a dit aussi, vas-y, faut que tu y ailles vraiment. Si ça te passionne, si tu penses qu'il y a un marché, bah vas-y. Et donc voilà, plein de petites lumières qui Ouais, s'allument au de fur et à soutien, ouais. mesure. Voilà, et tu te dis ah ok, lui il y croit. Ah bah ok, elle pense aussi que c'est une bonne idée. Moi je pense que ça fait sens. Le milieu il est en évolution, donc il y a un peu de marché, il y a une part de marché à prendre. Bah voilà, donc banco. Au bout de 1 an de questionnement et de bilan de compétences et tout, je me retrouve voilà dans le milieu de la bière en particulier. Après je fais aussi des étiquettes d'autres boissons. Mais OK. c'est vrai que je parle beaucoup de bière sur les réseaux parce que c'est un peu mon chouchou à moi, quoi. Et pourquoi pas? Mmh. C'est très Bah, bien comme chouchou. il en faut bien un, hein. Je trouve ça hyper intéressant dans ton parcours. Souvent, on parle de bilan de compétences pour des gens qui sont salariés et qui commencent à se dire: «Est-ce que je continue d'être salarié?» et cetera. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir eu cette démarche-là, alors que tu étais déjà, free slash à Ouais, ton compte et de l'avoir envisagé en mode, finalement ce que je fais me plaît, mais le contexte dans lequel je fais ne me plaît plus ou plus autant qu'avant et donc je vais chercher quelque part, un état des lieux pour savoir, si je continue là-dedans ou pas. Dans ce que tu dis, c'est qu'assez vite, tu te dis: «OK, le côté graphiste, finalement, ça me plaît. C'est juste, l'endroit où les clients, les typologies de ce que je fais aujourd'hui qui me plaisent plus ouais. et comment est-ce que je réajuste?» Et quelque part, on parle souvent de pivot dans l'entrepreneuriat ou quand on est freelance, de se dire: «Ben, je pivote, je change de positionnement et cetera», mais rarement sous l'angle, du bilan de compétences et donc je trouve ça intéressant aussi d'avoir eu ce réflexe-là, qui encore une fois, pour moi, est plus un réflexe où je l'entends plus souvent chez des salariés que, chez des free. Ouais. Ah, alors il faut savoir que ma compagne, en 2020, elle en a fait un aussi, OK, suite à un gros, burn-out, oui, on peut appeler ça un burn-out, dans son emploi. Et elle est salariée et OK. elle cherchait à voilà, à remettre les choses à plat, se faire aider par quelqu'un à faire vraiment du vide, dans sa tête et Mmh. se poser les bonnes questions qu'est-ce qu'elle allait faire par la suite. Mmh. Et donc voilà, moi 1 an plus tard, je suis dans cette même situation. C'est pas un burn-out, mais c'est plus, voilà, j'en ai ras-le-bol, tout me Ouais, gonfle, je ouais. vois que j'ai aucune motivation à relancer les gens. Je passe mes journées à me dire: «Bon, faut que je m'y mette. Oh non, flemme», et donc je perds du temps, je m'éparpille, je me lance dans des formations, je fais 1/10 de la formation, puis j'abandonne. Enfin, tu vois, le mood vraiment roue libre encore une fois et pas dans le bon sens des choses. Mmh. Et donc je parle un peu autour de moi parce que voilà, ma compagne a été très présente là-dessus aussi. Elle me dit: «Ah franchement moi le bilan de compétences ça m'a bien aidé». Ouais. Je dis: «Non mais c'est bon, c'est un truc, moi ça me concerne pas, c'est juste une période, ça va passer». Et puis je parle à une autre personne qui me dit: «Ah bah tu pensé au bilan de compétences?» Bon, ah merde, à la fin, Arrêtez avec ce qu'est-ce que truc. vous savez tous avec le bilan de compétences? C'est ça. Et enfin bref, du coup, je me dis: «Bon allez, OK, il y a que les cons qui changent pas d'avis». Mmh. Je regarde un peu les structures et je tombe sur un gars super sympa. Enfin, je regarde sur le site de la structure et en fait, ça s'appelle même pas Cap et ils te font choisir, et ils te proposent, plusieurs personnes pour t'accompagner dans le bilan de compétences. Mmh mh.
Et je tombe sur un gars et je vois genre passionné jeu de société. Ah, ça me parle. Ah. Je vois sa tête, elle me plaît bien. Je lis un peu son discours, je sais plus, il parle de cuisine aussi, il parle de amour pour les animaux, enfin plein de petits trucs qui me disent ah ouais ok bah en fait humainement tu vois ça peut matcher. Mm. Et autant alors le bilan de compétences c'est un truc, la partie quiz moi ça m'a cassé les burnes mais à un niveau incroyable, le fait de devoir répondre à 50 000 questions. Ouais. Sous un angle, sous un autre, selon toi, selon tes amis. Ouais, non, c'est terrifiant, hein. C'est le nombre de choses où tu te dis, mais en fait, c'est quoi? C'est un truc de magazine pour savoir si je suis plutôt Bleu carré aligné. ou vert. Ah, ouais, non, donc ça, Ça. j'ai trouvé ça vraiment très désagréable. Mais malgré tout, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui te pousse dans tes retranchements et qui te dit, écoute, là, bon, t'es sympa, ok, t'aimes pas répondre aux questions, t'aimes pas faire les tests, mais si tu poses pas toutes ces questions-là, en fait, tu vas rester dans ton Ouais. En impasse. surface, en plus, enfin, pas vraiment creuser le sujet et finalement, t'auras pas beaucoup avancé à la fin, quoi. Mm. Voilà, c'est vraiment ça la question. Au début, je savais même pas hein, si j'allais rester freelance ou pas parce que au vu de mon CA, je me dis bah en fait là tu vas droit dans le mur mon coco, Mm. il y a pas moyen. Donc, mais assez vite, en se posant les questions, les bonnes questions, je me rends compte qu'effectivement, c'est ce statut-là qui me convient bien. Je suis quelqu'un qui a besoin de son indépendance, qui a du mal à être dans des routines, dans des cadres. J'ai besoin un peu de bouger et de faire les choses à ma façon. Mais c'était cet alignement dont on parlait tout à l'heure qui me manquait. Voilà, Mm. j'avais Ok. besoin de travailler avec des gens qui avaient quelque chose à m'apporter en plus. Et voilà, plein de raisons fait que ça s'est porté sur les brasseries artisanales. Mm. Et voilà, on en est aujourd'hui, quoi. Trop bien. Mais enfin, comme quoi, ce que je me dis, tu vois, en t'écoutant, c'est souvent quand on a des questions sur le business, on va avoir tendance à aller chercher du coaching business, de réfléchir à ses offres, etc. Finalement, c'est vrai que le bilan de compétences, c'est plus sur soi, sur enfin, de quoi j'ai envie maintenant, qu'est-ce qui me fait fonctionner, qu'est-ce qui me motive, etc. Et c'est quand même une sacrée bonne base pour après aller changer des offres, voilà. Ouais. Donc je trouve que c'est une alternative hyper intéressante plutôt que d'aller creuser ce qu'on voit plus habituellement qui est encore une fois plutôt sur les offres, le positionnement, et cetera. C'est pas incompatible, mais je pense qu'avant d'aller, tu vois, potentiellement, tu aurais retravaillé des offres, et cetera, tu aurais pas vraiment creusé le sujet, y compris les questions, qui t'ont fait suer, tu vois, où tu avais pas forcément envie d'aller, mais où il y avait vraiment besoin de creuser, ça Ouais. et ça t'a permis d'aller en profondeur et vraiment de faire, bah, tout le boulot qu'il y avait à faire aussi, quoi, donc je trouve ça intéressant comme approche. Et finalement, tu vois, l'accompagnement business, il est venu après. Ouais. Donc, tout fait sens. En tout cas, pour moi, voilà, ça s'est construit de manière assez logique. Mmh. D'abord, de manière, qu'est-ce que tu veux faire vraiment toi en tant que personne? Qu'est-ce qui t'anime? Mmh. Et ensuite, bah, comment on crée une offre? Ouais, Comment c'est ça. on en fait de l'argent? Parce que concrètement, bah, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est Ouais. pas juste, bon, bah ouais, bah, moi, j'aimerais ne C'est rien pas un hobby, faire, quoi. Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, non, ça marche pas. Bah, Désolé. ça marche, mais pas longtemps, en fait, hein, donc Ouais. voilà. Ou alors, voilà, faut avoir des conditions très particulières, genre être l'enfant d'eux ou C'est ça. gagner au loto, ce genre de délire-là, mais bon, on n'est pas là pour ça. C'est ça, OK. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du fail, cette saison, je demande aux invités, déjà, quelle est leur définition du fail? Parce que je me rends compte que c'est ultra subjectif et qu'on voit pas forcément la chose, sous le même angle selon les personnes. Donc première question pour toi, par rapport à ce sujet-là, c'est quoi un fail pour toi? Alors, pour moi, un fail, ça va être quelque chose qu'on avait anticipé d'une certaine manière, qu'on OK, avait imaginé se passer d'une certaine manière, et qui ne se passe pas du tout de la manière dont on l'a anticipé, OK. avec peut-être cette particularité où tu te sens un peu responsable de la chose. Pour moi, le fail, c'est pas quelque chose qui dépend de facteurs externes, c'est toi qui a merdé quelque part, hein, qui a fait quelque chose que t'aurais pas dû faire. Parfois, il y avait des signes qui sont venus te dire, eh oh.
Et T'es sûr? puis, t'es sûr? T'es vraiment sûr de sûr? Et puis finalement, bah, oui, 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 oui. Et puis non, Et puis, bah, voilà, non. Ouais, OK. c'est un peu ça. OK, donc pour toi, c'est déjà le décalage entre ce qui est prévu et ce qui se passe vraiment. Mm. Ce qui est prévu, c'est d'atterrir à un endroit et finalement l'atterrissage est absolument pas au à l'endroit initial. En tout cas, pas ce qu'on avait imaginé. Et il y a une notion quand même derrière de responsabilité, c'est-à-dire que tu dissocies quelque part les critères, extérieurs, Ouais. qui vont se passer, genre le covid, bon, bah, tu peux rien a priori. Oui, oui, Voilà, tu as pas d'impact dessus, c'est comme ça te tombe dessus et les critères qui dépendaient de toi, de ce que tu avais prévu de faire ou de pas faire. Et là, par contre, c'est là-dessus que tu mets la responsabilité, toi? ouais. Pour moi, OK, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être géré différemment ou que tu aurais pu ne pas faire ou que tu décides de faire quand même. Donc, tu prends une décision et qui s'avère être une mauvaise décision. Pour moi, c'est un fail en soi. ouais, Et voilà, c'est s'il y a plein de facteurs extérieurs qui viennent t'influencer et qui font qu'au final, bah, ça s'est pas passé comme prévu, quelque part, c'est pas un fail parce que oui, enfin, c'est un fail, mais ça dépend pas de toi. Donc, ouais, est-ce que tu peux t'en approprier et en tirer des leçons? Parfois oui, parfois non. ouais. Voilà, là pour le coup, vu qu'on en avait parlé un petit peu en amont, j'ai essayé de choisir un événement où je me sens responsable et je peux Ouais. pas dire non, mais il y avait ça qui a fait C'est que ç voilà, j'y suis c'est pour pas de ma rien faute moi. parce qu'en fait, Voilà, c'est moi je ça. me trompe jamais d'abord, hein. Voilà, non, c'est pas ça. Ouais, OK. Dans ce que tu dis, il y a la notion de décision. Quand j'étais salariée, moi, j'avais un patron qui disait: «Elle une décision, au moment où tu la prends, elle est toujours bonne» et en fait, ce que ça voulait dire derrière, c'est quand tu prends une décision, a priori, tu prends en fonction des éléments que tu as à ta connaissance à ce moment-là et Ouais. c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu décides, il y a des choses que tu connais et des choses que tu ne connais pas et puis au fil de l'eau, il y a des trucs que tu vas découvrir et que tu aurais pas forcément pu anticiper. Et dans ce que tu viens de dire, il y a aussi l'idée de, bon, parfois, analyser et se dire: «OK, je suis responsable, j'ai merdé, et comment je fais pour pas refaire la même chose?» a priori. Mais il y a aussi l'idée de pas se flageller non plus systématiquement, de dire: «Ah là là, j'aurais dû anticiper ça, j'aurais dû savoir que» et cetera. C'est ça? Oui, oui, si après voilà, ce qui est bien dans l'entrepreneuriat et dans les faits d'une manière générale, c'est que tu en retires forcément des leçons pour la suite. Ça c'est un peu le je pense que c'est un peu aussi le but de cette thématique-là, Mmh. c'est de comprendre que déjà de un, c'est inévitable parce que nous ne sommes pas des dieux et que forcément on va passer par des mauvaises décisions ou des situations qu'on avait anticipées d'une manière différente Mmh. à ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais voilà, c'est on en retient toujours quelque chose au final et c'est bien de passer par là aussi pour se prendre des petites claques d'humilité et de dire bon bah voilà tu croyais que t'étais lancé dans ton C'est parcours ça. de yes lifer et que t'allais tout casser. Eh ben non, tu vas revenir gentiment trois cases Au en démarrage, arrière, c'est ça. voilà, et puis tu vas voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. C'est ça, c'est un bon vieux jeu de loi, en fait, tu te manges le serpent et tu redescends et C'est tu es ça. reparti sur tes cases pour remonter et ainsi de suite. Exactement. Et c'est OK, c'est comme ça. Si c'était une ligne droite vers le succès, quelque part, ça serait presque chiant, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, on s'ennuierait. Pas de ligne droite, en effet. Est-ce que du coup tu peux, on va rentrer un peu plus maintenant dans le détail d'un fail. Est-ce que tu peux nous partager le fail avec ton niveau de responsabilité, donc comme tu le disais? Alors, nous sommes en 2021 et à l'époque, je fais à la fois un peu de graphisme et je commence à me dire, bah tiens, il y a une part de marché, les sites internet. Donc j'arrive avec quelques décennies de retard, mais c'est pas grave. Et j'avais fait déjà deux, trois sites internet. Je suis pas super à l'aise avec le truc, mais je me dis bon, pour alterner un peu avec les créations graphiques, ça serait bien de prendre cette partie-là aussi. OK. Donc, je suis à peu près confiant sur ma capacité à créer des sites web à partir du moment où c'est bien cadré et bien structuré. Voilà. Donc, j'ai une connaissance de mon ancien boss qui m'appelle et qui me dit, Mathéo, voilà, on m'a dit que tu fais des sites web déjà. Bon, ok. Ouais. Qui t'a Ah, dit on te ça? l'a dit. Parce que C'est même ça. moi, j'étais pas tout à fait au J'étais pas point hyper de, sûre, mais OK. voilà, de cette information-là. Mais bon, donc je lui dis oui, oui, mais par contre, sache que je suis pas non plus un grand connaisseur.
je débute, je suis parfaitement transparent avec lui et je dis Mmh. je débute, j'ai fait deux trois sites, donc je fais pas des tarifs de ma boule, mais voilà, je peux t'aider quand même et à partir du moment où tu me laisses un petit peu faire les choses dans mes temps et avec un peu de marge de manœuvre, on va y arriver. Il dit oui, oui, ok, t'inquiète pas, de toute façon c'est très simple, c'est un projet très simple. Tu viens sentir un peu tu la vois C'est venir, très hein. simple venant Ouais, du client, c'est jamais simple. De voilà, base, ça doit déjà être un premier warning dans l'absolu, mais enfin, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, on se dit: «Eh, c'est simple, c'est génial, ça va être simple» et on y va, sans se dire voilà. quoi que ce soit. Et donc ouais. Donc niveau red flag, on était quand même sur une belle collection parce qu'il y avait donc je ne maîtrise pas déjà cette partie du Ouais. travail. C'est très simple avec des gros guillemets Mmh. et on est sur une personne qui me dit elle aussi ne pas bien maîtriser l'outil et ça c'est un gros problème et je l'ai compris plus tard parce qu'en fait, si tu sais pas qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui se Mmh. fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, tu Ouais. vas avoir des requêtes complètement à tes yeux banales ou des Mmh. trucs où tu te dis bon ça va prendre une minute ça et mais pas du tout. Non, non, mais ouais, c'est ça. Si tu demandais à une machine à café d'imprimer des trucs, a priori, ça va pas hyper bien marcher donc mais si tu n'as juste Voilà. pas connaissance du truc, dans l'absolu, tu te dis: «Hey, on pourrait pas faire ça». Non, Non, non. et donc voilà, là on est vraiment sur un alignement pour la recette parfaite de catastrophe, Mmh. mais j'ai besoin d'argent, j'ai envie de me challenger sur un nouveau support que je commence à maîtriser, donc je me dis vas-y, bon, on est parti, on le fait, on verra bien. OK. Et donc je propose, déjà c'est lui qui fait les maquettes, moyennement d'accord avec ce fait de voilà, confier la partie maquette à quelqu'un qui maîtrise pas l'outil même. Ouais. Et voilà, chose importante que j'avais oublié de dire, il me dit: «En temps normal, c'est une autre personne qui aurait fait ce site, c'est un autre prestataire avec qui je travaillais avant, mais ça s'est mal passé». Et là, tu te dis, ah, Mathéo, putain, tu l'as bien cherché, quoi. Ça s'est mal passé, donc cette année-là, il n'a pas voulu refaire, parce que en plus, lui, il est en sous-traitance pour une autre personne qui est donc le client final à Mmh qui il mh. doit revendre ce site web. Le client final, il se sent plus à l'aise avec ce prestataire parce que ça lui a coûté trop cher, parce que ça s'est mal passé. Le prestataire lui aussi, il a plus envie de refaire au même prix parce que il se rend compte que blabla, voilà, ça coûte, c'est qu'il n'a pas été assez payé. Enfin, tout le monde est mécontent et moi, voilà, je plonge la tête la première dans ce beau milieu de gens qui ne sont pas du tout contents sur comment les choses se sont développées jusqu'à ce moment-là et je me dis, t'inquiète, ça va Je le vais faire. gérer. Et voilà. Donc le projet avance. Globalement, ça se passe à peu près bien malgré tout ce qui pouvait mal se passer. J'ai des trucs qui se rajoutent en cours de route, on m'embête sur des outils de rien du tout, juste où tu vois, tu te dis bon, en fait, je savais que ça allait être chiant, mais là, tu continues à me confirmer que ça va être compliqué de bosser ensemble. Mmh. J'arrive à peu près à livrer quelque chose de correct. Et là, le truc a l'air plus ou moins tout le monde a l'air d'être plus ou moins content de comment ça s'est déroulé. Donc je me dis ok, bon, Mathéo, en fait ça va, ça s'est bien passé. Et finalement, l'ancien prestataire se réveille et envoie un mail long comme as à client Mmh mh. en lui disant ah tu as fait bosser Mathéo sur ce projet, mais il y a ça qui va pas, ça doit pas être fait comme ça doit être fait autrement. Ça, je l'aurais pas géré comme ça, mais bon, puisque tu as décidé de passer par quelqu'un d'autre, tant pis pour toi, voilà, tu vas avoir un produit de mauvaise qualité, Et un concurrent sympathique en plus. ouais, bah oui, on adore. Donc voilà, Wow! Ouais. mon client évidemment, au lieu de se dire, «Non mais Jean-François, va te faire voir, tant pis pour toi, on est passé par Mathéo» et d'assumer quelque part d'avoir fait appel à quelqu'un qui encore une fois ne maîtrisait pas tout à fait, l'outil. Il se dit: «Bah non, je vais envoyer ça à Mathéo et on va corriger le tir». Et en fait, voilà, pour moi, où est-ce que tout ça c'est un fail? Déjà, donc je m'engueule avec le client parce que je lui dis non mais je t'ai dit que je suis pas un pro du truc. En même temps, évidemment.
que l'ancien prestat, il va revenir vers toi et te dire que ce qui a été fait, c'est nul Ouais, parce la que, pointée, c'est pas voilà, lui qui l'a fait, il l'a mauvaise, donc voilà, voilà. donc il est pas content. Et dans tout ça, en plus, ton client final, il a pas l'air d'être mécontent. Donc, en quoi tu viens à m'enquiquiner là-dessus? Donc, bref. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai fait ce que je pouvais faire pour rattraper le tir. J'ai été payé, on est passé à autre chose, et finalement, ça s'est bien terminé. Mais le fail dans tout ça, c'est quand même d'avoir ignoré une liste de red flags longue comme 3 mètres et de m'être dit non mais t'inquiète, ça T'inquiète, va ça le va passer. faire, alors que ça a été un mois de chantier cauchemardesque. Et ça se termine par voilà la cerise sur le gâteau de te retrouver dans un conflit entre les deux là qui peuvent plus se blairer parce que ils ont décidé d'arrêter de bosser ensemble et moi j'arrive au milieu de tout ça Mmh. et même si c'est pas ma responsabilité d'être atterri là-dedans, je pouvais quand même voir venir le truc. Donc j'avais tous les éléments pour me dire non, ce n'est pas une bonne idée. Tu n'as pas besoin de ces 2000 et quelques euros en plus en échange de un mois de stress et d'anxiété et Ouais. de reproches et finalement de te sentir presque fragilisé dans ta confiance en toi à cause de tout ce qui se passe mal. Mmh. Donc voilà, si on peut en retenir un truc, c'est sortez de votre zone de confort, mais n'allez pas non plus en Indonésie de votre zone de confort. Comme ça se passera peut-être mieux. Voilà. Il y a peut-être des étapes intermédiaires. Voilà. Après, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de freelance qui sont confrontés à ça. Là, tu as dit 2 000-2 500 €, ça valait pas un mois, d'anxiété, de remise en question, voire de perte de confiance en moi. C'est quelque chose qui arrive souvent, notamment au démarrage des activités, de se dire: «Vas-y, je prends le client parce que j'ai besoin de chiffres et cetera». Aussi parce qu'on se rend pas compte de ce que ça va nous consommer en termes de ressources. C'est-à-dire que oui, il y a le chiffre d'affaires, mais le temps potentiellement que ça va prendre de faire 50 allers-retours. Ce que tu dis, l'anxiété de se dire, finalement: «Est-ce que je suis à ma place? C'est un de mes premiers clients. Oui, je facture, mais ça se passe pas terrible, terrible. Il faut que je gère, le pas terrible et le en même temps, est-ce que je suis capable de vendre, à d'autres clients si j'arrive déjà pas à gérer celui-là?» Enfin, ça met en exergue, en fait, beaucoup de choses et ce que tu dis, c'est tu avais les red flags au départ, en bon français, tu avais, les alertes de, Oui. peut-être que je suis en train de cumuler quand même quelques trucs qui sont pas ouf, mais c'est pas grave, j'y vais quand même et moi je me dis c'est quand même hyper, le côté positif de ça, c'est que tu es quand même hyper optimiste, tu vois? D'y aller et de dire: «Non mais c'est bon, vas-y, je vais gérer», tu vois? Ouais, ouais. C'est super positif d'être optimiste. Oui, optimiste, c'est une façon de voir la chose. Il y aurait d'autres termes qui pourraient expliquer cet optimisme, mais je valide optimiste. Mais le truc, c'est que quand on est seul à son compte et qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui fait miroir à ce moment-là, on peut aussi, être sur cette phase, extrêmement optimiste et se voiler aussi la face sur d'autres choses en se disant: «Non, non, mais ça je vois, hein, que vaguement ça va peut-être être un peu merdique, mais je vais choisir de le laisser de côté». Ouais, Et le mot est important, le choisir, le laisser de côté parce que souvent après coup, on se dit: «Non, mais j'avais eu ces alertes-là, je m'étais dit à un moment que c'était pas ouf». Quand le client m'a dit, «C'est très simple», je me souviens m'être dit, «C'est peut-être pas si simple que ça». Tu vois? Souvent après coup, on se dit: «Mais en fait, il y a des moments où j'ai quand même eu, un éclair de lucidité quelque part dans mon optimisme», en me disant: Est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'y aller?» et pourtant j'y vais quand même. Et je pense qu'on a tous déjà rencontré ça. En vrai, je sais pas, tu vois, si, le fait de le savoir l'évite, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'a pas encore rencontré ça et qui demain ou après-demain a des red flags, est-ce que la personne va se dire, «Ça fait trop et du coup je n'y vais pas?» Je ouais, pense que parfois quand c'est tellement énorme, peut-être qu'il y a un vrai no go, ouais, qui se fait. Mais en vrai, tous les gens qui racontent un peu ce truc de quand tu vois, quand tu l'expliques après coup, tu te dis: «Non mais je cumulais», enfin, c'est même, tu vois, quelqu'un te l'a expliqué, un pote te l'a expliqué, tu leur aurais dit: «Mais jamais de la vie, n'y va pas». ouais, Et bah, voilà, quand on est dedans, on y va quand même, en fait. ouais. Je pense qu'il y a plusieurs choses effectivement qui rentrent en compte. Déjà, bah, pour moi, le moteur principal, c'est l'argent, parce Mmh, que tu dis bon, voilà, les clients, il y en a pas non plus 50 000, surtout quand tu débutes. Tu sais bien que bah, on a un peu tendance à prendre tout ce qui nous passe sous le nez. mmh, Il y a, oui, il y a une part d'optimisme où tu dis: «Non mais
moi je suis différent, ça va bien se passer, tout le monde aurait échoué, mais moi je suis un peu le héros de Moi, toute j'ai le l'histoire. mojo, j'y vais, vas-y, c'est bon. Voilà, t'inquiète, mais oui, c'est facile, les sites web, tout le monde sait faire. Et puis voilà, donc je pense que t'en prends 2 ou 3 comme ça dans l'aventure, entrepreneuriale des clients où tu te dis: «Ouais, ça sent un peu mauvais, mais ça va le faire», Mmh, et puis ça te vaccine un peu pour la suite quand même. ouais. Mais est-ce que tu peux vraiment les éviter? Est-ce que tu peux vraiment tracer toute ta carrière sans jamais accepter un truc, où tu te dis: «Ah, ça sent un peu le sapin»? Je pense que tu peux, mais du coup, bah, tu enfin, tu restes un peu enfermé aussi dans tes acquis, tu prends Mmh, que des trucs extrêmement safe, tu fais un peu le freelance fonctionnaire. Bah, c'est pas ce qui m'intéresse non plus, donc ouais. il y Ouais, a c'est un aussi peu l'intérêt quelque part de d'aller chercher aussi un peu, mais c'est ce que tu disais, pas à perpète non plus, versus zone de confort, potentiellement en proximité pour évoluer aussi, petit à petit. Mais, je pense qu'en effet, ça fait aussi partie du vaccin et donc aussi partie du chemin de se dire: «Bon, bah, il y a des trucs que j'essaye et des fois je sens que c'est pas ouf» et à l'inverse, il y a des fois où on essaye en se disant: «Ah, je suis pas trop sûr» et pour autant ça marche, tu vois? oui, Aussi, donc, oui, mais pour savoir, faut le faire, quoi. c'est ça. Il faut tenter des choses, je pense. C'est toujours bien de pas rester à prendre, uniquement des dossiers où on est, 110 à l'aise Mmh. avec tout ce qui se passe. De temps en temps, tu peux dire: «Bon, bah, ça, il y a, allez, 80 sur lequel je me sens bien, où je Ouais, sais que je vais cartonner, je vais faire un super rendu», et après il y a une zone de 20, typiquement, là, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'ai un client qui m'a demandé de faire des étiquettes sur papier transparent. mmh, Bon, je sais faire des étiquettes, j'avais jamais travaillé sur le papier transparent. Je me suis dit: «Bon, allez, vas-y, qu'est-ce que ça va être de compliqué?» Donc il s'avère que finalement, bah, tu apprends à utiliser un certain type de vernis, tu apprends à préparer ton fichier différemment. Tu restes quelque part sur quelque chose que tu connais. ouais, Tu apprends sur le terrain, bah, un nouveau support que tu maîtrises pas forcément à 100, et à partir du moment où tu as pas eu, les 50 000 red flags humaine de la ouais, personne, où tu te dis: c'est «Bon, bah, surtout lui, ça, ouais. à la moindre erreur, il va me laminer, C'est ça. j'ai pas le droit Au de prendre un bûcher, peu». c'est ça Voilà. direct. Ouais. Ou alors il va m'embêter sur le moindre détail, ou il va être super casse-pied, sur, tout un tas de choses où je me dis: «Je veux vraiment je prends aucun risque là-dessus». Mmh, Mais si, voilà, ça match d'un point de vue humain, et que tu as par la même occasion l'opportunité d'apprendre quelque chose sans trop te mettre dans la merde, hein, mmh, bah, moi je dis go, parce que carrément. c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir, alterner, des missions où tu maîtrises à 100 avec des missions où tu maîtrises un peu moins. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais, voilà, sans en abuser. Avec un bon mix. C'est ça. Du coup, ce fail et cette expérience a eu quel impact sur ton business? Tu as continué à faire des sites? Comment ça se passe? Alors, ça m'a un peu calmé déjà sur le fait de faire des sites. Mmh. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'en fais plus quasiment, parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de courir après les clients et de prendre un peu tout ce qui se présente à moi. Ouais, Parce que, entre autres, bah, grâce au bilan de compétences, je me rends compte que ça ne me plaît pas, ouais. et pour moi, le fait de prendre du plaisir dans ce que je fais, c'est quand même assez primordial. Mmh. Il y a C'est vraiment le centre de toute la remise en question du bilan de compétences. C'était, comment je fais pour remettre le plaisir au centre de mon activité professionnelle? Mmh. Parce que, je trouve qu'il y a rien de pire que d'être à son et d'avoir la flemme de tout faire parce que tout te gonfle, Mmh. et tu te dis: «Mais en fait, bah, pourquoi?» J'ai choisi, c'est moi qui décide et je me mets dans une position où tout me fait suer. Quel est le c'est quoi le bail, en fait? C'est ça qui est quand même incroyable, où tu as des freelances, où tu te dis: «Mais mec, pourquoi? Ouais. Pourquoi tu t'infliges tout ça?» Je Tous veux les mauvais bien. côtés de tous les trucs, en fait, donc je non, il y a pas d'intérêt, quoi. Donc voilà, c'était, ce que ça m'a appris, c'est voilà, de vraiment réfléchir à ce qu'on prend comme mission, réfléchir avec qui on travaille. Est-ce Mmh. que
est-ce que l'argent c'est, si important que ça? Et est-ce que tu es prêt finalement à accepter une perte potentielle pour un gain sur ta santé mentale et Mmh. voilà, doser un peu le nombre de difficultés, la jauge de la difficulté de ce que tu acceptes et ce que tu acceptes pas. Heu, Savoir à qui tu as affaire, avec qui tu travailles, dans quel contexte tu arrives. Mmh. Poser vraiment plein, plein, plein de questions, même, des questions un peu bateau sur, tu vois, en rendez-vous client, maintenant je pose des questions sur la personnalité de la personne. Je dis: «Bah, c'est quoi pour vous le succès? C'est quoi pour vous, Ouais. une mission qui se passe bien? Qu'est-ce que vous recherchez dans un prestataire?» Mmh. Alors qu'avant j'étais très technique, tu vois? Je me posais seulement: «Bon, c'est pour quand? Combien tu veux que ça Ouais. coûte? Qu'est-ce que, je mets du rouge, je mets du bleu, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas?» Donc aujourd'hui, voilà, ça m'a appris à aller plus loin dans ces premières rencontres surtout Ouais. et à trier un peu. Alors c'est plus facile à faire quand tu as un peu plus de clients. Mmh. Heu, je pense qu'au début, beaucoup de freelance te diront: «Bah ouais, mais gars, moi il faut que je paye mes loyers, il faut que je bosse, donc j'ai senti que c'était pas nickel, mais j'ai quand même fait». Et c'est OK. Voilà, encore une fois, tout est question de trouver un équilibre, entre, ce qui est vraiment, trop à gérer Ouais. et de pas non plus faire la fine bouche, dès que tu as un truc qui te va pas: «Ah ouais, non, mais il a dit que le rose, Ouais. c'était une couleur de merde, alors jamais on bossera ensemble». Ouais, voilà, faut faire un peu des efforts aussi. Ouais, et dans ce que j'entends quelque part, c'est une sorte de prisme, à plusieurs niveaux pour pouvoir décider si tu y vas ou si tu y vas pas, avec un niveau assez important ou un questionnement plus important dans ce que tu fais aujourd'hui par rapport à l'humain, au fait de creuser peut-être un peu plus, en amont. Ouais, Tu vois, typiquement, quand tout à l'heure tu as dit, à la fois le «c'est très simple» et «ça s'est mal passé avec quelqu'un». Moi, j'ai eu le cas la semaine dernière où un client m'a dit, «Il y a quelqu'un qui sort, du projet, on va recruter quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux nous aider à recruter, en fait, la personne?» Et j'ai direct, j'ai dit: «OK, qu'est-ce qui s'est mal passé?» Parce qu'en soi, enfin, tu vois, le ça se passe mal, tu pas à l'abri que ça se passe mal aussi avec toi, en fait. ouais, Tu sais pas quels sont les clairement, critères de c'est quoi bien ou mal, en fait. c'est clair. Et entre humains, on parle pas, enfin, tu vois, une mission qui se passe bien ou qui se passe pas bien, enfin, c'est comme le fail, en fait, c'est hyper subjectif. Si on Ouais, creuse pas, on a aucun moyen de savoir, en fait, quels vont être les critères de décision du client sur, c'était bien ou c'était pas bien, quoi. Et c'est ce que tu dis, tu vois, de creuser, quelque part au-delà de l'aspect technique, et je pense que les clients viennent chercher ça et une expertise certainement. Mais ouais, je pense qu'il y a de plus en plus aussi de clients qui, chez les free, viennent chercher aussi quelque part la méthodologie, l'accompagnement et le fait de creuser justement et de beaucoup questionner pour pouvoir, mieux cerner en fait le besoin. Parce que quand on est en appel de découverte, le client, il y a ce qu'il va bien vouloir nous dire, entre son envie et son besoin, et parfois il y a un énorme gap entre les 2. Et c'est notre questionnement qui va permettre d'affiner et donc de savoir si déjà la mission nous correspond ou pas, si on peut apporter quelque chose au client ou pas, et surtout, comment est-ce que lui va percevoir la valeur de ça derrière, quoi. Et je sais pas si ça tu cette impression-là, mais moi j'ai l'impression que quelque part ces questions-là, tu vois, de ce que toi tu dis, en gros, quelle est votre, notion du succès, de la réussite ou pas, et cetera, c'est presque plus important que la partie expertise. Parce qu'en soi, l'expertise, le client, quand il te contacte, c'est pas lui qui va juger ton expertise. S'il te contacte, c'est qu'il l'a pas, l'expertise. Donc, ouais, il va pas forcément, jauger cette partie-là. En revanche, je pense qu'il y a des gens pour qui ça se passe très bien et qui sont très bons dans l'accompagnement ou la gestion du projet, peut-être moins bons en expertise, mais du coup, le client va être méga satisfait. Versus quelqu'un qui sera un très bon expert, mais qui gère pas du tout le côté humain, le côté transparence par rapport au client, en lui disant: «Bah, voilà, on est à cette étape-là, la prochaine étape, c'est ça. Est-ce que vous validez?» et cetera. Et où à la fin, le client va pas du tout avoir la même perception, alors que, quelque part, l'expertise était, peut-être meilleure que, quelqu'un qui gère, mieux le projet, en fait. Et je pense que tu as raison, ça fait aussi partie des ingrédients, voire c'est presque plus important, même ah si beh, c'est dur dit comme ça. carrément. Dans, une relation en fait entre un free et un client, quoi. Ouais. Oui, oui, je pense effectivement le d'avoir, une certaine maîtrise, hein, sur ce que tu fais, ça c'est indispensable. Mais quelque part, si tu es le meilleur dans ton domaine, mais que tu es incompatible avec ton client Mmh.
et ben, t'es sûr que tu rebosseras plus jamais avec lui. Déjà, lui, il va pas avoir envie de bosser avec toi. Et même pour toi, souvent, on se rend compte que c'est impossible. Et c'est vraiment la question. Alors, est-ce qu'on parle feeling? Est-ce qu'on parle entente? On n'est pas obligé d'être ami avec Ouais. tous nos clients, hein. Faut que ça reste. On est quand même là pour un contrat de travail quelque Mmh mh. part. Donc, ils payent pour un service ou pour un accompagnement. Mais voilà, ça m'a fait prendre conscience que s'il n'y a pas ce côté où on se comprend, on parle la même langue et on est un petit peu flexible sur la façon dont on va travailler, et aussi, tu vois, de se dire, bah, ce côté-là, cette personne-là, je peux l'apprécier en dehors du Ouais. travail à minima, Mmh. et ça va rendre la relation de travail géniale. Et quelque part, on va te pardonner énormément de choses en plus versus si tu étais, la plus grande coach, je ne sais quoi, Mmh. mais que derrière, voilà, ça c'est compliqué de t'avoir au téléphone, c'est compliqué d'avoir une juste un un petit une blague, un rire, tu vois? Moi, Ouais. je fais beaucoup d'humour. Si je vois que je fais 3 blagues et en face, il est là Il se genre: passe rien. «Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce con? Mais quand est-ce qu'on bosse?» Bon, bah, voilà, je sais que c'est pas, ça Mmh. va pas être, ça va pas être mon client favori, et je vais quand même rester pro du début à la fin. Mais même pour lui, ça n'aura pas été une expérience, enrichissante Mmh. au-delà de ce qu'il est venu acheter. Voilà, tu peux Ouais. aller au supermarché, acheter, ta boîte, de conserves, repartir, et voilà, tu as eu ce que tu es venu Mmh. pour avoir. Mais quand tu vas chez un freelance, tu es pas au supermarché. Ouais. Tu recherches quand même à minima qu'il se passe un truc. Tu Mmh. es là pour une expertise, bien évidemment, je dis pas le contraire. Mais tu as envie de, en tout cas moi, j'ai envie de créer un petit lien en plus Ouais. avec les Une personnes avec expérience qui en je travaille. fait, Ouais, ouais et pas juste de la consommation au sens, «J'ai besoin de ça te prendra tant d'heures, tu le fais et basta quoi», ouais, ouais. Ça me parle beaucoup ce côté, expérience et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, il y a un côté un peu cadrage. Je l'ai souvent entendu sur des métiers créatifs notamment, où il peut y avoir 15 allers-retours de: «Bah non, finalement, c'est pas rose, mais c'est rose poudré, en fait, j'avais dit oui là-dessus, mais en fait, je reviens dessus» et cetera ouais, et pour moi, le cadre là-dedans, encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus sur des métiers, créatifs, mais je pense que c'est pas que là. C'est aussi la notion de dire: «Ben, voilà, il y aura 2 allers-retours, vous pourrez, changer, 2 fois, mais pas plus. Si c'est plus, bah, ce sera facturé en plus». C'est et pour moi, dans les freelances, que j'appellerais de haut vol, c'est très subjectif, mais que le client vient chercher, il y a aussi ça. Au-delà de l'expertise et de l'expérience, il y a aussi quelque part le cadrage, c'est-à-dire un freelance qui, même s'il a pas beaucoup d'expérience, sur ses compétences, mais qui va cadrer quelque part le client. Parce que parfois on se dit: «Ah mais non, mais c'est le client, je vais quand même pas le cadrer» et cetera. Or je trouve que, c'est ultra rassurant et pro pour le client de se dire: «Ah OK, ben, du coup, j'ai le droit à 2 allers-retours». Donc ça me force aussi en tant que client à être responsable aussi de ce que je vais faire comme retour et pas en faire un par-dessus la jambe, genre: «Bah, c'est bon, de toute façon, je pourrais la changer 15 fois donc je me penche ouais. dessus vite fait entre 2 trucs et puis ça ira bien comme ça» et je trouve que ça rééquilibre aussi, la relation Ah oui, humaine. ah oui, bien sûr. Tu vois? De dire: «Vous avez des attentes en tant que client, sur moi freelance, mais moi aussi en tant que freelance, j'ai des attentes envers vous. Si je vous demande un truc et que vous faites pas vos retours sous X, bah, en fait, le timing qu'on avait prévu au départ pourra pas, par exemple, être honoré». Ce genre de petites choses, mais qui, je pense, changent aussi grandement dans le cadrage et donc dans la manière dont la mission potentiellement va se dérouler. Ouais, ouais, déjà il y a cette idée reçue doit déconstruire en tant que freelance, c'est que c'est pas parce que tu es free que ton client, il peut décider de tout et c'est lui qui détient le sceptre du Oui, pouvoir. oui. Voilà, encore une fois, c'est une relation d'égal à égal. Moi, Mmh. j'essaye de le mettre, très vite en clair lors des premiers contacts, que je suis là pour apporter, mon expertise. Je suis là aussi pour écouter ce qui est attendu de moi, Mmh. mais en aucun cas je suis, un exécutant que tu peux appeler à 3 heures du mat un samedi soir pour lui dire d'ajuster une virgule sur ton doc. Mmh. Voilà, on se respecte, c'est pourquoi on est là,
par rapport à ce que tu disais sur les corrections et sur les retours, c'est vrai que c'est bien de cadrer. Moi, ça m'arrive de le faire, ça m'arrive de ne pas le faire. Je réagis un peu en fonction de la personne en face. OK. Je sais qu'il y en a qui vont être rassurés par ça. Mmh. Je sais aussi qu'il y en a qui vont pas apprécier parce qu'ils vont trouver que c'est genre: «Ah mais pourquoi 2 et pas 3 Ouais, et qu'est-ce OK. qui se passe quand on passe de 2 à 3?» Tu vois? Ils vont être pointilleux là-dessus Ouais. et à ce sujet-là, moi j'avais écouté un podcast de Chris Do de Futur, je sais pas si ça te parle, Non. qui disait: «Choisissez en fait sur quoi vous allez vous battre avec votre Mmh. client» Ouais. Où tu mets le et curseur en fait, ouais, voilà. tout à fait. Mmh. Si tu te bats pour quelque chose qui, toi, te semble importante, mais le fait de te battre n'apporte rien à ton Mmh. client, pourquoi tu es en train de te battre? Parce qu'au final, qu'est-ce que tu lui apporteras? Ah, il va pas se coucher plus intelligent si tu lui expliques que, un CMJN, ça passe mieux qu'un REB. Fais Ouais, juste ce que tu as à faire, c'est ça. l'embête pas avec ça. S'il t'enquiquine sur certains détails, mais sur lesquels, au final, tu vas pas réinventer le monde à lui expliquer de pourquoi, du comment, c'est mieux comme ci ou comme ça, bah, c'est pas grave. Fais Mmh. un peu, le compromis. Par contre, là où tu sens que tu as quelque chose à lui apporter et qui va droit dans le mur et qu'il est têtu pour des raisons qui vont lui porter préjudice ensuite, qui vont Mmh. vraiment lui mettre des bâtons entre les roues et vous allez tous payer le prix, toi en tant que prestat et lui parce il aura demandé à faire quelque chose qui est complètement contre-productif. Là, tu peux dire: «OK, bon, là, s'arrête 2 minutes, Mmh. je t'explique pourquoi ça, je vais pas le faire Ouais. et pourquoi là, je vais poser un petit peu les choses» et ça sera dans ton bénéfice. Mmh. Ça sera surtout toi qui vas en bénéficier le plus dans ce cadrage-là. Donc c'est là où tu te dis: «Bon OK», et je pense que le client, il apprécie aussi de se faire un Ouais. peu remettre à sa place. Mmh. Si tu le remets à sa place en gardant, que tu as à cœur son sa réussite, son intérêt à lui et que c'est Ouais, pas tout à juste fait. ton ego Ouais. surdimensionné qui parle. Non, je le fais pas parce que j'ai décidé que j'allais pas le faire, ouais, non, en fait, c'est «Moi je ferai pas ça», voilà, là tu passes juste pour un con et ça sert à personne, ouais. quoi. Ouais, non, mais c'est clair et en effet, le fait de revenir sur le besoin initial en disant: «Votre besoin, c'était ça au départ». Oui, c'est bien toujours ça, oui, mais si on fait ça, du coup, ça va à l'encontre du besoin. Donc et puis c'est pas dire non pour dire non, c'est dire: «Là, ça, on va pas faire comme ça. Par contre, je vous propose A, B, C parce que ça répond en effet aux besoins initiaux qu'on avait creusés, en phase de démarrage, blablabla» et vraiment, enfin, je le dis souvent, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc toujours de le client est roi. Qui m'ulcère et je pense que c'est encore plus vrai avec les free. En fait, de nous, le client vient chercher une expertise et quelqu'un qui l'aide et qui le cadre, en fait. Sinon, il le Ouais, ferait tout seul, il se débrouillerait sans nous. Donc, je pense que des fois, il faut vraiment s'enlever cette peur ou cette crainte de, «Je peux pas dire parce que c'est le client». Si, justement, c'est parce que c'est le client qu'il faut le dire, ouais, et comme tu le dis, pour éviter d'arriver à la fin et d'être tous, à l'opposé de ce qu'on était venus chercher, en fait. ouais, clairement. Il faut effectivement garder en tête que la réussite de ton client, c'est ta meilleure réussite à toi. Mmh, Donc choisis tes combats un peu, choisis, qu'est-ce que tu décides de dire et de faire pour arriver à cet objectif-là mmh, et ne te limite pas à voilà, te dire: «Non mais c'est bon, il a payé, je vais tout faire». Non, ouais, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. mmh, absolument. Petite parenthèse parce que tu parlais de changements et de messages ou de téléphone, à 3 heures du mat, un week-end et cetera. Quand moi je me suis lancée il y a quasiment 4 ans, j'ai décidé de pas donner mon numéro de téléphone, donc mes clients n'ont pas de téléphone à joindre. Je sortais de 15 ans de salariat avec un téléphone, perso et un téléphone du boulot, et avec, notamment des clients qui étaient à l'étranger, donc qui envoyaient, bah, ça arrivait la nuit, hein, voilà, quelqu'un qui était aux États-Unis, forcément, on n'était pas exactement sur le même fuseau horaire. Donc quand je me suis lancée, je me suis dit: «Téléphone hors de question» parce que je veux pas me faire, contacter à n'importe quel moment et cetera. Et c'est toujours une question enfin, j'en parle parce que souvent on me dit: «Ah bon, mais comment tu fais pour bosser, et si les gens n'ont pas ton numéro de téléphone?» Bah, en fait, je suis joignable autrement et je l'explique tout le temps au démarrage. J'explique pourquoi je fonctionne pas avec le téléphone. J'explique quelles sont les autres options, et comment est-ce qu'on va se joindre, se parler, il y a plein de manières de communiquer aujourd'hui autres que par un WhatsApp Ouais. et honnêtement
c'est toujours bien perçu et quand ça ne l'est pas, c'est qu'on peut pas travailler ensemble en vrai parce que c'est pas le seul problème. Donc c'était juste une parenthèse, mais parce que souvent on me dit: «Ah bon, est-ce que c'est possible de travailler sans téléphone avec des clients?» Oui, oui, c'est tout à fait possible. Ah, c'est clairement possible et je pense qu'il y a vraiment tout un tas d'avantages, de la part du free pour organiser quand même son emploi du temps, prioriser les tâches importantes et Mmh. pas être, constamment interrompu et sollicité pour des choses qui n'ont souvent aucune urgence en plus. Ouais, c'est ça. Donc non, pour moi, c'est un bon parti pris et effectivement, si c'est une question qui bloque et ben, tant pis, Non, mais ça c'est fait ça. partie de tes conditions, non négociables, C'est exactement ce que et tu disais, tu vois? De choisir ses batailles, c'est ouais, exactement ce point-là, en fait. Mmh. Mais elles peuvent être variées donc ouais, cherchez vos batailles et restez dessus. c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête à potentiellement, commettre, le même fail que toi? Ah! Effectivement, la seule façon, je pense, c'est effectivement de peser un petit peu les pros et les contre, de pas prétendre que l'argent, ça compte plus que tout le reste. Mmh. On est confronté à l'argent tout le temps, hein, parce que c'est comme ça que fonctionne notre société, mais au final, ça ne devrait pas justifier tout. Voilà, ça rejoint un peu tout ce Ouais. discours qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pas parce que te propose de l'argent que tu dois être prêt à tout accepter et l'équilibre en fait, il faut le comprendre. C'est pas l'argent qui vaut 10 et La santé mentale qui vaut 0,5. voilà, c'est ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent, c'est un critère important. Il faut bien savoir, appliquer ses tarifs. Il faut, construire, quelque chose de durable dans le temps et prendre en compte effectivement ce critère-là. Mmh. Mais voilà, ne partez pas du principe qu'il y aura pas d'autres clients si je prends pas celui-ci. Si ça se trouve, je vais passer 6 mois en galère. Non, c'est jamais vrai, c'est jamais le cas. Parfois, voilà, comme on dit, ça vaut mieux, une de perdue, enfin, une de trop. C'est faux. Voilà, il faut pas se dire: «Ouh là là, C'est si je l'ai lui ou pas», jamais voilà, personne. Non, en non, général, c'est pas aussi c'est net que ça. voilà, si vous sentez venir le truc grand comme une maison à 3 étages, et dire: «Bon, bah, ça va être un petit peu galère, mais bon, je sais J'y vais quand pas, même. qu'est-ce que je fais?» Voilà, si même au niveau du ventre, là, il se passe des choses, bizarres, Ouais, c'est c'est qu'il un y bon a une critère. raison. Ouais, Ouais. pour pas y aller. Absolument. On va rester là-dessus. S'il se passe des choses bizarres, a priori en tout cas, peut-être allez-y, mais en tout cas, posez-vous la question avant de sauter. Est-ce que vraiment je saute ou pas? Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Mathéo sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, bref, où tu veux. Spécificité cette saison, tu peux postuler pour venir partager, un fail, donc tu peux, répondre au questionnaire. Le lien est dans la description aussi de cet épisode. Merci beaucoup Mathéo d'être venu, parler de ce fail, dans Tuba. Merci à toi, Gérard. Avec plaisir. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.